Dans l'actualité du 13h15, le Burkina Faso peaufine sa stratégie de lutte contre les discriminations faites aux femmes. Son 7e rapport pays de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est en élaboration. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso parfait son 7e rapport pays de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le projet de rapport soumis à l'appréciation des acteurs du domaine vient d'être amendé ce vendredi à Ouagadougou. Les détails avec Estelle Judith Assogba. Le Burkina Faso se prépare pour présenter au secrétariat général des Nations Unies son 7e rapport périodique de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Pour être au rendez-vous, un comité avait été chargé de collecter des informations auprès de tous les acteurs, de les analyser, de produire un projet de rapport. Le 7e rapport tient compte des insuffisances qui ont été relevées lors de la présentation du 6e rapport et également il tient compte des recommandations en ce sens que parmi les insuffisances qui avaient été relevées, il était question du fait que les données n'étaient pas suffisamment désagrégées dans le 6e rapport. Il y avait également le faible taux de représentativité des femmes. Acteurs étatiques, sociétés civiles et partenaires au développement prennent connaissance du dit rapport en vue d'y apporter des amendements. Au niveau de l'éducation, nous pouvons dire que les droits des femmes sont pris en compte, notamment également au niveau de l'accès des femmes à la terre. Il y a une prise en compte quand même des femmes dans les différents processus d'attribution des terres, que ce soit aménagé ou non. Et également au niveau de la lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons eu à mener des études qui nous ont permis de déceler des dispositions discriminatoires au niveau du code pénal, du code des personnes et de la famille que nous avons transmis, acquis de droit, et nous espérons que ces dispositions seront prises en compte. Le document, une fois validé, sera transmis au gouvernement pour adoption. Pour mémoire, c'est tous les 4 ans que le Burkina Faso se prête à cet exercice devant le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes du système des Nations Unies. Le Premier ministère achève une formation à Kombisiri à l'attention de ses agents. La session a porté sur la gestion axée sur les résultats, une opportunité pour ces agents de consolider leurs connaissances sur le sujet. Claudine Bikaba. C'est en 2010 que le Burkina a adopté une politique nationale de renforcement des capacités dont l'objectif est de développer les aptitudes humaines et institutionnelles dans le public comme dans le privé pour réduire la pauvreté au bénéfice des populations. C'est dans la mise en œuvre de cette politique que les agents du Premier ministère ont été formés à Kombisiri en 12 jours sur la gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur le résultat qui permet, dans un contexte de rareté des ressources, d'assurer une gestion efficace et efficiente. Et comme vous savez aussi, le Premier ministère est une institution qui est au carrefour de l'action gouvernementale. Nous avons donc pensé qu'il était approprié de permettre à nos collaborateurs de tout niveau et de toute profession de pouvoir s'approprier non seulement le concept, mais également les outils pour être davantage armés dans l'étude et l'examen des différents dossiers du Premier ministère. Une formation qui aura permis à une centaine d'agents de cette institution d'acquérir des compétences sur ce concept. Essentiellement, nous avons vu avec ce personnel-là l'ensemble donc des notions liées à la gestion axée sur les résultats, mais aussi en l'air d'autant donc de compétences nécessaires pour la manipulation des outils liés donc à cette gestion axée sur les résultats. Cette formation a été une occasion pour nos participants d'apprendre beaucoup sur les concepts, sur la gare, la méthodologie et quels sont les outils. Et cette formation va nous permettre d'améliorer la qualité du travail. Des attestations sont remises ici symboliquement pour sanctionner cette formation.
À l'instar de leur co-originaire du Burkina, les musulmans de Gawa ont observé la fête de Tabaski ce samedi 4 octobre. La Tabaski, ou fête du sacrifice, est une fête importante pour les musulmans. La Tabaski est aussi une occasion pour les fidèles d'honorer leur foi et de vivre des moments de joie et de charité. Draman Dadian sur place à Gawa. Place de la nation de Gawa ce samedi 4 octobre pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Prêche, bénédiction et lecture de versets du Coran suivis des 2 rakats ont été les moments forts de cette commémoration. Occasion également pour le grand imam de la cité de Bafougi d'appeler les fidèles à plus de raffermissement dans leur foi. Quand on regarde les prières, sont nombreux. Ceux qui prient sont nombreux. Mais les vrais musulmans sont minimes. Donc on a appelé les fidèles musulmans, on n'a qu'à être vrais croyants comme Dieu veut. On n'a qu'à adorer Dieu comme Dieu veut. On n'a qu'à suivre le chemin de Dieu comme Dieu a demandé. C'est ça le vrai croyance. Même ferveur ici au terrain dit des commerçants, lieu choisi par le mouvement sunnite de Gawa pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Nous célébrons cette fête en mémoire du prophète Abraham qui a sacrifié son fils. Aujourd'hui, c'est un jour important pour tous les musulmans du monde entier et nous devons communier dans l'amour et la joie. Il y a des vœux forcément, et les vœux qui vont à l'endroit de l'apaisement, de tension, la cohésion sociale, et tous ces mots qui peuvent nous permettre en tout cas de vivre heureux dans cette commune. En plus de ces vœux émis, les fidèles musulmans de Gawa ont aussi prôné l'entente mutuelle entre les musulmans et les autres communautés religieuses. Et sans déroger à la tradition du sacrifice fait par Abraham, le bélier a été immolé ce jour. Le temps est ainsi donné pour la fête, un moment de communion et de partage. À Dédougou, dans le Mouhoun, les fidèles n'ont pas été en reste. Ils se sont retrouvés pour la traditionnelle prière, une occasion de renouveler sa foi et sa soumission à Allah. À Dédougou, le reportage de... C'est sur l'espace de la grande mosquée de Dédougou que les fidèles musulmans de la cité de Bampoui se sont donné rendez-vous pour la prière de la Tabaski. La communauté musulmane a communié à travers prières, louanges et adorations. Après la prière, place au sacrifice du mouton. À travers cet acte, les fidèles musulmans entendent respecter la volonté de Dieu exécutée par Abraham. Ça a été donné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces jours comme ça, si ça trouve que vous avez en bonne santé, ça trouve que vous avez un petit moyen, vous pourrez avoir un bélier et gorger à cause de Dieu. Pour les fidèles musulmans, l'Aïd el-Kébir est un jour de prière, de partage et de communion avec les autres. C'est de fêter avec ma famille, saluer les amis, tout ce que je suis à mesure de rencontrer et ce que je peux rendre visite. Afin de cultiver la solidarité entre les religions, d'autres confessions religieuses ont communié avec les musulmans durant ce grand jour. Si chacun de nous vraiment s'élève vers le Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas ne pas aimer la paix. La paix et le pardon ont aussi été au centre des vœux de l'imam. Il faut qu'on se pardonne. Notre pays même a besoin de pardon aujourd'hui. On doit se pardonner pour que le pays puisse aller devant. Les fidèles musulmans ont enfin imploré Dieu pour que le Burkina Faso soit épargné de la fièvre Ebola. Le grand imam a invité les fidèles musulmans à se soumettre toujours à la volonté de Dieu dans leur quotidien. Les clubs lions de Ouagadougou se mobilisent contre la maladie à virus Ebola. Ils viennent d'initier des levées de fonds pour aider le gouvernement burkinabé dans l'acquisition de matériel approprié. L'opération a porté fruit et ce vendredi, ils viennent de faire don au ministère de la Santé de ce matériel. Nathalie Sawadgo était à la remise. Les Lions Club du Burkina ont fait de la lutte contre le virus Ebola leur priorité. C'est fort de cet engagement qu'ils ont procédé à la remise officielle de matériel composé de 120 lave-mains, des bactéricides, un déploiement de 50 000 flyers dans toute la ville de Ouagadougou. Un don estimé à 11 millions de francs CFA. Par ce geste, les Lions entendent apporter leur contribution à l'action du gouvernement burkinabé qui est de barrer la route à l'épidémie d'Ebola qui sévit en ce moment dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest.
Nous sommes allés dans le sens défini par le gouvernement de mobiliser quelques ressources pour avoir des savons, des bacticides et puis des seaux à laver les mains et des flyers pour expliquer aux uns aux autres ce que c'est que cette maladie. Tout le projet vise à récolter 50 millions. C'est d'ailleurs le lieu pour nous de faire un appel solennel à toutes les sociétés, à toutes les personnes de bonne volonté qui vont voir à travers cette action une occasion de s'associer pour aider les plus démunis, parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est un geste salué à sa juste valeur par Amédée Guimdé, secrétaire général du ministère de la Santé. Le matériel que nous venons de recevoir ce matin, d'une valeur de plus de 10 millions, permettra à l'ensemble des structures du ministère de la Santé, aux formations sanitaires, de pouvoir être mieux préparées, mieux aptes à faire face à la situation éventuellement et à se prémunir de toute situation désastreuse qui pourrait arriver. La réalisation de cette campagne de collecte a été rendue possible grâce au soutien de leur ambassadeur de bonne volonté, l'honorable Eddy Komboego et certains partenaires. Les Lions s'engagent à poursuivre les actions et à accompagner le gouvernement dans la lutte et la prévention d'autres endémies. Et puis contre le sida également, la vigilance ne faiblit pas. Le comité d'organisation de SIDAthon 2014 était face à la presse pour fournir des informations sur l'édition 2014. Mais d'abord, il a fallu faire le point des donations de 2013. Nathalie Sawadgo. Plus de 30 millions de francs CFA, c'est le montant de la collecte pour la 3e édition de campagne SIDAthon qui s'est déroulée de mai à septembre 2013. Le comité d'organisation décide d'utiliser cette somme pour financer l'accès à l'examen de la charge virale au profit de 5000 personnes vivant avec le VIH dans les zones rurales. Il y a 30 millions 28 000 qui a été mobilisé au titre de l'édition 2013. Et ensuite, il y a au point de vue un autre bilan qui est capital pour nous à être fait parce que les gens ne savent pas. Il y a plus de 1000 courriers qui ont été distribués. Et l'autre bilan que nous pouvons aussi retenir de l'édition antérieure, c'est l'ouverture de la population. Voilà. La population s'est ouverte, ils ont accepté de contribuer, mais c'est lors du direct. 2 tiers des ressources vont être investis dans la charge virale et les 1 tiers vont servir à préparer l'édition future. La charge virale, selon le président du comité d'organisation, est le seul examen qui permet de mesurer le succès du traitement par les ARV. À cet effet, le comité a identifié des sites fonctionnels pouvant réaliser cet examen. Il s'agit de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Wayugia. Il a aussi subventionné l'aménagement du laboratoire de Tenkodogo. Si le bilan s'avère satisfaisant, il n'en demeure pas moins que des difficultés existent. Il s'agit notamment du retard dans le démarrage des officiels de la campagne, des difficultés dans la mobilisation du budget pour l'organisation et la faiblesse dans le mécanisme de recouvrement. Tirant leçon des éditions passées, le comité d'organisation envisage des innovations avec la 4e édition de SIDAthon. Il sera question de mettre l'accent sur la communication, la distribution des fiches de souscription et l'émission des tickets de gala au moins 1 mois à l'avance. La 4e édition est prévue pour se tenir à la fin du mois de novembre 2014. La Sina Kaboré diagnostique l'hétérorégulation des médias au Burkina. Ce cadre du Conseil supérieur de la communication a soutenu avec brio une thèse de doctorat à l'Université de Ouagadougou sur le sujet. Il a accompli ses humanités à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias. Sié Sylvestre Da. 5 heures, c'est le temps qu'il a fallu au jury composé de 4 professeurs des universités et aux doctorants pour décortiquer la thèse à cette soutenance pour l'obtention du doctorat unique en sciences de l'information et de la communication. Le document, fruit d'environ 5 ans de recherche menée au Burkina Faso, traite en 300 pages de l'hétérorégulation des médias au Burkina entre 1995 et 2013, notamment les facteurs d'influence et les défis technologiques. Les résultats ils sont liés un peu aux différents axes de notre travail.
d'un point de vue axe lié au professionnalisme des médias, l'idée c'est de montrer que dans notre contexte, le professionnalisme n'est pas toujours la tasse de thé de certains professionnels. C'est vrai que le métier de journaliste n'est pas un métier facile, mais il convient également de s'entourer d'un minimum de déontologie, parce que le métier est ouvert, et d'un minimum en tout cas de soubassement éthique, et également d'un minimum en termes de réflexe, pour qu'à terme on ait une information de qualité à servir au public qui en a besoin pour être un public mieux aguerri. Exposé du doctorant, critique dans la forme et le fond par chacun des membres du jury, suivi des remarques pour l'amélioration du document final, jeu de questions-réponses entre le jury et l'impétrant ont constitué les temps forts de cette soutenance. Au finish, le jury a jugé l'impétrant digne du grade de doctorat unique en sciences de l'information et de la communication avec la mention très honorable. C'est la première fois que nous avons un travail à la fois actualisé et un travail qui nous permet de couvrir sur une période de temps suffisamment longue les principaux enjeux de la régulation, qu'il s'agisse de la régulation au niveau de l'exercice du journalisme, de la régulation de l'audiovisuel, et puis on a commencé à voir effectivement des questionnements qui concernent la régulation d'Internet. Donc cette thèse est importante. Elle ne sera pas la seule, car je sais qu'au Burkina, il y a d'autres thèses qui se préparent sur le même thème, mais nul doute qu'elle va faire référence et pour le Burkina et pour toute la région d'Afrique subsaharienne où ces questions sont traitées de plus en plus à l'échelon régional, puisque les enjeux dépassent les seuls enjeux nationaux. Le doctorat en poche, Lassina Kaboré, qui est agent du Conseil supérieur de la communication, compte se lancer aussi dans l'enseignement, passionné qu'il est de continuer d'apprendre, de chercher et de partager ses connaissances. C'est ici, à l'IPERMIC, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication, qu'il a préparé et soutenu sa thèse. Un institut rattaché à l'Université de Ouagadougou, constitué en unité autonome d'enseignement supérieur et de recherche et qui a une vocation panafricaine. Et bon travail à Lassina Kaboré. On en sait un peu plus sur les origines des ruines de l'Europénie, ce site du sud-est du Burkina Faso, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce aux travaux de deux chercheurs de l'Université de Ouagadougou, Magloire Somé et Lassina Saint-Poré. Ils viennent de publier un ouvrage sur le sujet, lieux et de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest, aux origines des ruines de l'Europénie. C'est le titre de ce livre qui tente de lever le voile sur les origines de ces ruines. C'est un condensé d'archéologie et d'histoire qui permet de cerner les enjeux de revendication des legs du passé par des communautés qui manipulent la mémoire et réinventent souvent leur propre histoire. Yolande Lompo. Ces hommes et femmes ont rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de la dédicace du livre intitulé « Lieux de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest ». Un ouvrage qui devrait apporter des éléments de réponse sur les zones d'hommes qui subsistaient quant aux origines des ruines de l'Europénie et leurs fonctions supposées, à la demande de l'UNESCO peu de temps après leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Mais hélas, ces ruines n'ont pas encore fini de livrer leurs secrets, diront le professeur d'histoire Magloire Somé de l'Université de Ouagadougou et l'archéologue Lassina Saint-Poré. Au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y avait des gens au XIe siècle dans les ruines de l'Europénie. Et nous avons fait d'autres types de recherches sur les populations qui tournent autour des ruines de l'Europénie. Et les plus anciens se sont installés autour du XVIIe siècle. Nous poursuivons les recherches. Mystère et boule de gomme. Car si les populations actuelles que sont les Lobis, les Birifois, les Dagara, les Pougli et les Gyan n'en sont pas les bâtisseurs, la préoccupation de l'UNESCO reste intacte. Composé de 291 pages, ce livre issu du colloque de Gawa est subdivisé en 3 grands chapitres. Il y a une première partie qui traite de la question du peuplement. Et la deuxième partie va concerner la question de la relation entre lieu de mémoire et patrimoine. Et la troisième partie va concerner la question de la conservation. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, c'est que d'un point de vue de l'histoire du peuplement, nous avons quand même apporté des éclaircissements. On sait que les Koulango et les Téguessiers sont les plus anciennement installés. Et puis, il y a deux types de ruines. Il y a des ruines qui sont quadrangulaires. Et puis, il y a des ruines qui sont circulaires. Est-ce que ça renvoie à deux civilisations différentes ? Ou est-ce que ça renvoie à une même civilisation? Et si c'est une même civilisation, est-ce que
les deux types de ruines ont des destinations différentes. Cette nouvelle parution pose donc les jalons de recherche future pour une connaissance approfondie de l'histoire des ruines et du peuplement de la sous-région ouest-africaine dans son ensemble, car il en existerait également une extension en Côte d'Ivoire et au Ghana. Environ 400 enfants de la ville de Ouagadougou initiés aux arts de la scène. Le concept s'appelle Vacances vivantes et permet à ces enfants de s'occuper sainement pendant les vacances. Bouma Ernest Nébier. Instruire par les arts vivants, tel est le credo du Théâtre du Progrès à travers Vacances vivantes au Faso. Le concept a regroupé pendant 4 mois plus de 400 enfants de la région du centre dans des centres de développement pour enfants CDE au cours de ces vacances scolaires. Et cette année, nous avons à peu près une vingtaine de centres d'accueil. Ce que j'appelle centre d'accueil, c'est là où les enfants viennent se faire former en théâtre, en percussion, en ballet et en chorégraphie. Donc voilà autant de disciplines. On a la marionnette aussi qui est dispensée. Et les enfants, quelle que soit la discipline, s'intéressent. Vacances vivantes au Faso vise à faire des enfants des hommes de demain. L'enfant a des dons, des talents. Et il convient de les découvrir et de les développer. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous soutenons cette activité. Parce que elle participe au développement émotionnel de ces enfants. Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas d'avoir 18 sur 20 en sciences naturelles, en mathématiques pour réussir dans la vie. Encore, il faut pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir prendre la parole en public, il faut pouvoir s'exprimer, faire passer ses idées. Les éditions précédentes ont révélé des talents et certains enfants ont eu la chance d'intégrer des troupes théâtrales. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouve avec plaisir. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.